barrage hydroélectrique à Adjarala. Les deux parties ont eu une séance de travail de haut niveau hier à Cotonou. Les échanges ont été fructueux. Les populations des deux pays peuvent espérer. Un électeur en fauteuil roulant, c'est l'image que les Algériens retiennent de leur président sortant. Abdelaziz Bouteflika a voté comme tel ce jour. Il est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Et puis la Pâque, c'est dans quelques jours. Chez les fidèles catholiques, l'agonie du Christ commence ce soir avec son arrestation. Le lavement des pieds en signe d'humilité. Hier a été célébrée la messe chrismale destinée à consacrer l'huile destinée à l'onction des malades. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre Florent Maganaoui. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler tout à l'heure des préparatifs des assises de l'éducation. Merci beaucoup. Voilà, avant de vous poser la question, nous allons parler de cette importante cérémonie qui a eu lieu hier au Bénin. L'énergie électrique est un facteur important dans le développement économique des pays. Les présidents du Togo et du Bénin sont déterminés à aller jusqu'au bout du projet de construction d'un barrage hydroélectrique à Adjarala pour approvisionner les deux pays en énergie électrique. Hier, Faure Gnassingbé s'est rendu à Cotonou avec son collègue Boni Yahi. Ils ont défini les modalités devant permettre d'accélérer ce projet au profit de leurs populations respectives. Et Soham Théotéo. Le barrage hydroélectrique d'Adjarala, un atout important pour le Togo et le Bénin dans la quête de l'énergie électrique pour leur développement. Le déplacement du président de la République, Faure Gnassingbé, à Cotonou est motivé par son désir de trouver une réponse à cette énigme. La rencontre entre Faure Gnassingbé du Togo et Yahi Boni du Bénin a permis de faire état des lieux du projet de construction de ce barrage qui, à terme, produira une quantité d'énergie de 147 MW et 366 millions de kWh par an. Nous avons une coopération assez riche et nous partageons aussi des mêmes défis. Aujourd'hui, la grande question, c'est celle des infrastructures. Nous étions il n'y a pas si longtemps à Niamey dans le cadre de la réalisation de la boucle ferroviaire. J'espère que bientôt le président Iboni viendra à l'Union ici pour le petit tronçon qui doit relier Iboni à Cotonou. Mais nous avons aussi des problèmes comme ceux de l'énergie. Notamment, je suis déjà venu ici pour le barrage d'Adjarala dont on parle depuis tellement longtemps qu'il faut qu'il voit le jour. C'était le chemin de fer a connu un sort. Maintenant, on sait qu'il sera là, qu'il va quitter Cotonou, par parcours, ça sera réhabilité jusqu'à Niamey. Et nous voulons que ce soit la même chose pour le barrage d'Adjarala. Il faut enfin que dans les plus brefs délais, au moins d'ici la fin de l'année, sinon avant le premier semestre 2015, que ce barrage-là puisse démarrer, en tout cas pour nous faire une belle cérémonie de pose de première pierre. Le projet est suffisamment avancé. Il dispose déjà d'un plan de mise en œuvre ainsi que des résultats de toutes les études environnementales et sociales. Reste donc le financement pour passer à l'exécution. La mise en valeur du barrage d'Adjarala est supportée par les deux pays à 50% chacun du coût total. Les présidents béninois et togolais ont donc à cette occasion instruit leur ministre des Finances et de l'Énergie d'accélérer la mise en œuvre du projet. La communauté a déjà un barrage, le barrage de Nanguete, et le financement est fait à 50% par chaque pays. Et donc la production aussi est partagée à 50% pour les deux pays. La mise en œuvre de ce projet viendra appuyer les autres efforts que nous faisons dans la communauté pour sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique des deux pays. En attendant donc la réalisation de ce barrage, des efforts se poursuivront dans la recherche d'autres sources d'énergie en vue de satisfaire la très forte demande dans le domaine. L'accueil était chaleureux à l'arrivée comme au départ du Bénin, chef de l'État Faure Gnassingbé. Accueil symbole de l'adhésion des populations au projet. Le Premier ministre Artem Armezounou a eu un entretien avec le nouveau conseil de l'ordre des pharmaciens du Togo. La délégation a réaffirmé au chef du gouvernement l'engagement indéfectible de l'ordre à mettre à la disposition des populations des médicaments de qualité. Nous écoutons le chef de délégation, propos recueillis par Clarisse Aticlé. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il s'agissait pour le Conseil de l'Ordre de présenter donc à son Excellence le nouveau bureau
le nouveau conseil qui a été investi le 14 janvier dernier. Et nous n'avions pas encore eu l'occasion de venir lui présenter ce conseil en tant que chef de gouvernement, puisque nous avons été bien soutenus par l'ensemble du gouvernement lors de cette investiture. Mais c'est aussi actuellement, comme vous le savez, le Premier ministre qui assure le département de la santé, et à ce titre nous devions de venir donc nous présenter à lui. Et vous savez, le Conseil de l'ordre a pour mission, aux côtés de l'autorité de réglementation, de veiller à ce que les populations aient accès à des médicaments de qualité, de veiller à ce que les pharmaciens qui exercent et qui ont mission déléguée de santé publique exercent cette mission-là dans une parfaite responsabilité. Le Premier ministre nous a fait part de l'engagement du gouvernement pour justement assurer à nos populations des médicaments de qualité, et nous a rassuré de travailler avec le Conseil de l'ordre pour sur tous les sujets, sur toutes les questions qui concernent ce secteur d'activité au niveau de la médecine. Avant les pharmaciens, une délégation ministérielle burkinabé. À sa tête, le ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures et du Désenclavement chargé des Transports. C'est suite à l'accident tragique survenu cette semaine à Talo, à l'entrée de la ville d'Atapamé. J'ai eu l'honneur et le privilège, avec ma délégation, ma compagne, d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Notre visite ici ce matin se justifie par le fait que nous avons été dépêchés par le gouvernement burkinabé consécutivement à l'accident tragique de circulation qu'il y a eu à Atapamé et qui a fait malheureusement jusqu'à 48 victimes. Nous sommes venus, son Excellence, Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous recevoir, et nous avons saisi l'occasion pour nous traduire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude au gouvernement et au peuple togolais, à son Excellence, Monsieur le Président Faure, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir moralement, matériellement et financièrement au cours de cette tragédie. Nous avons également saisi l'occasion pour présenter au gouvernement, au peuple togolais, toutes nos condoléances, parce que les deux peuples ont été éprouvés. Il y a eu des victimes tant du côté burkinabé que du côté du Togo, et nous espérons fortement que ce genre de drame ne puisse plus survenir sur nos routes. Il est évident aussi que nous ne pouvons pas passer sous silence toute la mobilisation, aussi bien du ministère des Transports et de ses collègues de la sécurité, de l'administration du territoire, des autorités de la région d'Atapamé, avec le préfet en tête, et tout le personnel de santé qui n'ont ménagé aucun effort pour porter assistance aux victimes de cet accident tragique. Avant d'être reçus par le Premier ministre, les officiels burkinabés s'étaient rendus sur les lieux du drame. Yves Agbevivi. L'accident meurtrier qui a enlevé la vie à 48 personnes aux dernières nouvelles dans la collision d'un bus de 70 places en direction du nord et d'un Titan en direction opposée. On dénombre 19 burkinabés, dont 17 décès et 2 blessés. Après une visite de compassion et de solidarité à Atapamé, visite effectuée par une délégation gouvernementale sur instruction du chef de l'État togolais, c'est au tour d'une délégation ministérielle burkinabé de se dépêcher dans la dite localité. La délégation a été accueillie par le préfet de Logou, Alagbe Bayedje. Pour le ministre délégué des Transports burkinabé, il y a lieu, au regard des constats sur le terrain, de rappeler aux conducteurs le respect des dispositions du code de la route. Au regard de telles images, on ne peut pas ne pas être sous le choc. Sous le choc, tant les images indiquent la violence de la collision. Et à regarder des véhicules qui sont devenus des épaves, on sent dans quelles conditions je ne dirais pas un drame, mais une véritable tragédie s'est produite. C'est une situation que nous ne pouvons que déplorer. Et nous comptons
sur tous nos conducteurs pour qu'ils puissent observer beaucoup de prudence dans la circulation, parce que quand nous regardons les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit, il y a eu quelque part un peu d'imprudence et malheureusement ça fait des drames dans les familles, aussi bien du côté du Togo que du Burkina. Vous me permettrez de présenter une condoléance à toutes les familles éplorées par cet accident tragique. Vous me permettrez aussi de remercier au nom du gouvernement du Burkina Faso, du peuple du Burkina Faso, le gouvernement et le peuple togolais pour le soutien, toutes les actions qui ont été menées pour que les victimes soient ensevelies décemment et pour le traitement adéquat de ceux qui ont été admis dans les centres de formation sanitaire. À l'occasion, la délégation a financièrement assisté les blessés hospitalisés dans les formations sanitaires du milieu. On change de registre. Bientôt un an, le chef de l'État avait annoncé la tenue de grandes assises pour régler les crises à répétition qui secouent le système éducatif togolais. Et depuis, peu d'informations ont circulé sur les préparatifs. Où en sommes aujourd'hui? Suivez ce commentaire de Edem Sousoupa. Le gouvernement d'organiser après les consultations d'usage. L'annonce d'organiser les grandes assises de l'éducation au Togo a été faite par le président de la République dans son message à la nation le 26 avril 2013 à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo. En effet, face aux agitations récurrentes dans le secteur de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, le chef de l'État avait proposé la tenue de grandes assises regroupant les acteurs et partenaires du système éducatif national afin d'analyser les problèmes récurrents de l'école. Et c'est dans cette logique qu'un comité de 3 membres a été créé en vue de préparer ces assises du secteur de l'éducation au Togo. Des consultations nationales se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national, des consultations suivies de l'élaboration des termes de référence de ces assises. Visiblement, les préparatifs ont connu une avancée significative. Seule préoccupation aujourd'hui, ces assises auront-elles lieu et à quel moment? Surmonter les intérêts particuliers. Voilà, monsieur le ministre, il ne pas poser une question. Ces assises auront-elles lieu et à quel moment? Oui, c'est la question que tout le monde se pose, compte tenu de l'importance que l'on attache justement à la parole du chef de l'État et compte tenu également de l'importance que l'on attache au système éducatif de manière générale. Au fait, ça tarde à arriver tout simplement parce que il y a quelques difficultés qui ont été constatées dans la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État. Au début, on a voulu faire vite, aller vite, et cela nous a amené un peu à tout ce qu'on vient de montrer tantôt, à faire toute une préparation préalable. Mais seulement cette préparation devrait répondre à des préoccupations, j'allais dire, ponctuelles, alors que à l'analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait plutôt aller en profondeur. Et donc les grandes assises sont en cours de préparation, elles auront lieu, mais il serait difficile aujourd'hui de dire tout de suite elles auront lieu à telle date. Un comité s'attelle depuis un bon moment à cela. Dès que le comité est prêt, je crois qu'on reviendra vers vous pour préciser le contenu et fixer les dates de la tenue de ces assises. Il y a eu des consultations au plan national, il y a eu même l'élaboration des thèmes de référence. Qu'est-ce qu'on en retient? Oui, la phase 1 qui était celle des consultations consistait essentiellement à demander, à poser la problématique auprès des échantillons qui ont été retenus, à poser la problématique de voir quels sont les problèmes et quelles sont les approches de solution. Et comme on vient de le décrire dans votre élément tantôt, l'accent était essentiellement mis sur des revendications sociales, sur les conditions de vie et sur les problèmes qui étaient apparents. Les problèmes au sein de notre département, au sein du secteur de l'éducation de manière générale, parce qu'il s'agit à la fois depuis le préscolaire jusqu'au niveau universitaire, donc en passant par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc c'est un travail assez important, et les problèmes qui apparaissent ne sont que le bout, le sommet de l'iceberg, et qu'il fallait donc creuser un peu plus en profondeur pour voir comment changer pratiquement tout le
système. C'est vrai, une fois que les gens ont répondu, les échantillons ont répondu, elles ont répondu de manière, j'allais dire, événementielle, hein, parce que nous étions dans une situation. Et les interrogations se sont déroulées presque en chevauchement avec le calendrier politique des législatives dernières. Donc là aussi, c'était aussi assez difficile lorsqu'on était à la fois en train de préparer, d'exécuter les législatives, au même moment de passer à l'organisation et à la tenue des assises. Il fallait donc marquer un petit arrêt et, comme je le dis, fouiller en profondeur de manière à aboutir à des réformes en profondeur. Oui, récemment, tout était prêt, puis il y a eu le report. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce dernier report? Le dernier report est motivé tout simplement par le fait, comme je le disais tantôt, d'aller plus en profondeur. Vous savez, dans notre système éducatif de manière générale est régi par la réforme de 1975. Il y a de cela 39 ans. Et aujourd'hui, il est important que les problèmes qui se sont posés à ce moment-là et le déroulement de l'exécution de cette réforme jusqu'à présent nécessite qu'on puisse aller plus en profondeur de manière à déboucher, non pas sur des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels, mais à une réforme totale, à une refonte de notre secteur et à déboucher sur une autre réforme, celle de peut-être la réforme de 2014 ou alors de 2015. Alors depuis l'annonce faite par le chef de l'État, il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés. Est-ce que les objectifs maintenant seront encore les mêmes? Oui, j'allais dire d'abord oui et non. Oui, dans un premier temps parce que la volonté politique manifestée par le chef de l'État reste toujours la même, à savoir analyser les problèmes et leur apporter des solutions. Mais comme je le disais, dans la méthode et dans l'aboutissement, j'allais dire non, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter des solutions ponctuelles, comme je le dis, mais d'aller un peu plus en profondeur pour sortir de ces grandes assises et déboucher sur une réforme de l'éducation qui remplacerait celle qui est en cours aujourd'hui et qui a 39 ans, presque 2 générations. Monsieur le ministre, peut-être un mot pour rassurer les uns et les autres? Oui, un mot pour rassurer les uns et les autres, c'est que le travail se poursuit. Il y a un comité technique qui est mis en place. Pour nous, il s'agit de répondre quel type de Togolais nous voulons de 2014 à peut-être aussi dans les 30 ans à venir, parce que notre plan sectoriel de l'éducation a une vision jusqu'à 2025. Et donc il faut tenir compte de tous les problèmes de l'adéquation formation emploi. Donc ça suppose qu'il faut revoir les programmes, revoir les problèmes d'accès, les problèmes de qualité. Et donc si nous traînons, c'est tout simplement pour bien faire. Donc je demande encore un tout petit peu de patience aux uns et aux autres pour que nous puissions, et si quelqu'un a des suggestions à nous faire, il peut les verser au comité technique qui est encore chez nous. Donc un peu de patience, je crois que notre souhait c'est que assez rapidement on puisse arriver à ces grandes assises. Dernière question, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut espérer que cette année se termine bien? Oui, cette année m'en vaut le plus cher, c'est que cette année se termine bien. Notre vœu à tous les Togolais, c'est que nous ayons une année apaisée. Je voudrais donc saisir aussi cette occasion pour lancer un appel à tous les enseignants qui, quelques-uns, font encore des revendications, des problèmes de remboursement des précomptes pour essayer de faire en sorte que l'année ne se termine pas bien. Mais tous les responsables de l'éducation, du ministère de l'enseignement technique et toutes les parties prenantes de notre secteur, le chef de l'État en tête, cherchent en sorte que nous puissions terminer l'année en beauté. Et je pense que nous allons y arriver. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Le ministère délégué chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques et ses partenaires ont clos leurs travaux sur la vision du Togo pour 2030. D'importantes pistes d'évolution socio-économique ont été explorées pour acter d'ici là le développement du Togo. Reportage Prudence Zissou. Les différents plans de développement élaborés dans plusieurs domaines pour faire du Togo un pays émergent seront désormais conçus à travers le projet Vision Togo 2030. Ce projet ambitionne de forger de manière participative une compréhension commune du développement du Togo dans les 15 années à venir. Cette vision partagée de l'avenir du Togo ne peut se traduire dans les faits sans la contribution des différents acteurs de la vie sociopolitique du pays, d'où la nécessité d'en faire un cadre de référence afin de mettre le Togo dans les rangs des pays émergents. C'est à cet exercice que je nous convie
dans les jours et semaines à venir. Sur la base du cadre institutionnel de l'élaboration de la vision dont l'esquisse vous a été présentée, vous serez sollicité à divers titres, notamment dans le cadre de groupes de travail conçus à cet effet. Tout mon département ministériel sera à votre disposition afin de recueillir vos observations, initiatives et propositions, afin que nous puissions continuer et enrichir les échanges ici initiés. Les conclusions stimulantes des travaux de ces 2 jours nous interpellent tous. Je voudrais solennellement solliciter votre adhésion et votre participation pour la mise en œuvre des phases ultérieures. Votre soutien constituera pour nous un précieux actif pour la construction d'un Togo émergent basé sur les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Les acteurs impliqués dans ce nouveau processus de développement devront se mobiliser autour d'un mode de travail pour répondre aux attentes de la population togolaise. La vision Togo 2030 prend en compte plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, la justice, la politique, entre autres. Il est soutenu par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le PNUD. Le processus de guichet unique du commerce extérieur lancé depuis peu commence à prendre forme. Aujourd'hui, la société d'exploitation du dit guichet a rencontré les opérateurs économiques et les autres acteurs du secteur portuaire pour leur expliquer les procédures relatives à l'exportation des conteneurs, les différentes phases du circuit et surtout les normes à respecter. Mathias Touglo. Les opérateurs économiques et les autres acteurs du secteur portuaire à l'école de la maîtrise du nouveau schéma devront gouverner désormais les procédures relatives aux différentes étapes du traitement d'une importation de conteneurs par le guichet unique portuaire. Lancé depuis quelques mois déjà, ce nouvel outil de travail demeure aujourd'hui incontournable dans la facilitation du commerce extérieur. Cette plateforme dématérialisée, accessible 24/24 par Internet et reliant entre eux tous les acteurs, opérateurs et usagers intervenant à quelque degré que ce soit dans les opérations du commerce international, quel que soit le type de transport, est une volonté du gouvernement togolais dans sa perpétuelle recherche de l'amélioration du climat des affaires au Togo. À travers le guichet unique, la réforme majeure requiert une présentation des procédures nouvelles et le trafic import qui concerne l'annonce de l'escale, l'annonce marchandises, procédure manifeste, le déchargement des marchandises, les amendements au manifeste, l'échange de connaissements, bon à délivrer commercial, les formalités de douane, bon à arriver douane, l'émission du document de frais unique, le paiement du document de frais unique, l'autorisation de sortie, le contrôle de l'accès au port, la sortie du terminal, la sortie effective du port. L'objectif de cette importante réunion d'information générale sur les procédures à l'import des conteneurs à travers le guichet unique est de vous mettre au courant des évolutions qui interviendront dans vos activités portuaires. Ce guichet unique qui sera bientôt opérationnel a plusieurs avantages, notamment la simplification des procédures et formalités pour l'entrée, la sortie ou le transit des marchandises, l'instauration d'un environnement favorable à la compétitivité des opérateurs économiques des places portuaires et surtout la réduction des coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques. Direction CARA, le bureau de l'Alliance nationale pour le changement y effectue une tournée de sensibilisation avec les populations de la COSA. Les ténors de l'ANC ont échangé sur les enjeux électoraux à venir. Nestor Mouzou. L'Alliance nationale pour le changement veut occuper le terrain. À partir de février, le bureau national de l'ANC a entamé une nouvelle tournée pour rencontrer les militants à la base. Une manière de maintenir le contact régulier entre le sommet du parti et ceux qui défendent les intérêts de ce parti dans les différentes localités du pays. Pour sa première journée dans la région de la CARA, la délégation de l'ANC s'est rendue à Soudou et à Bafilo dans la préfecture d'Assoli et à Kouméa et Kara
dans celle de la COSA. Le message véhiculé par la délégation tourne autour de la mobilisation. L'alternance va permettre la construction d'un état de droit et l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Nous insistons sur la nécessité du changement de l'alternance au Togo. Il est nécessaire que l'alternance survienne rapidement, surtout au cours des prochaines échéances électorales pour les locales et surtout la présidentielle de 2015. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. D'autres localités de la région de la Kara sont au programme de la tournée de mobilisation du Bureau national de l'ANC. Nous sommes jeudi, Alfred, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, nous allons parler du 23e Tour cycliste international du Togo qui bat son plein actuellement. Oui, le Tour cycliste qui était donc à sa 4e journée, 4e étape, 120 km. Voilà la distance qu'il fallait parcourir entre Sokodé, Tchamba, Kamboli et Tchamba. Jusqu'alors, très discret, les Européens ont commencé par s'habituer à la chaleur. Résultat, le Belge Mathieu Balt enlève cette 4e étape, mais le maillot jaune porte toujours la marque de Burkinabé Amidou Yamegou. Nous retrouvons sur la route du Tour Kodama. Au du départ à Sokodé, un groupe de cyclistes belges, français, ivoiriens, maliens se détache avec des tentatives d'attaque que réussiront l'ivoirien Fofana Isiaka et le belge Mathieu Bates. C'est en toute logique que les deux cyclistes remportent le premier point chaud de Colorado. Quelques mètres encore, et ils sont rattrapés par Bolodigi Ouattara, un autre ivoirien. Les trois roulent tout en guettant la moindre ouverture. Fofana Isiaka sera le plus rapide du second point chaud de Koussountou. Le rond-point de Kamboli contourné, le belge Mathieu Bates reprend la tête de la course pour finalement la gagner en 3h63 minutes 59 secondes avec une vitesse moyenne de 38,48 km/h. Une 4e étape qui s'est déroulée sous le regard de Togocel, le parrain. Nous avons confirmé notre place de leader en choisissant déjà, comme vous le savez, le maillot jaune, qui est le maillot du leader, le maillot du numéro 1. Et au-delà de cela, nous avons une autre motivation, c'est déjà le service de proximité. Le fait d'être présent sur toute l'étendue du territoire national nous permet d'être cohérent avec un événement comme celui-là, qui est en fait un sport de proximité. Le tour cycliste, c'est un sport de proximité. Voilà, vous suivez l'intégralité de cette étape Sokodé Tchamba, Kamboli Tchamba dans nos prochaines éditions. Alors, il y a la Coupe du Président qui démarre samedi prochain au Stade de Lomé. Tout à fait, sous 6 pays de la zone IFOA B prennent part à cette compétition réservée aux cadets et dont le match d'ouverture mettra face à face samedi à partir de 14h30 au Stade municipal de Lomé, le Togo et le Bénin. Les cadets togolais qui partagent le groupe avec le Bénin et la Côte d'Ivoire sont en plein préparatif, comme a pu le constater hier matin Martin Sandani Mankoubi. À quelques jours du coup d'envoi de la première édition de la Presidents Cup qui va réunir à Lomé 6 pays de la zone UFOA B, Kegbalo, Kodovi et ses poulets opèrent les derniers réglages pour une bonne prestation de la compétition. On est en pleine préparatif. Ici, sûr que ça peut aller, on va remporter le tournoi. C'est pas facile, mais bon, on va essayer de gagner. C'est le premier match, c'est important pour nous. On doit tout donner à fond et puis ça va aller. Je crois que c'est juste quand on commence un tournoi, ça va d'aller, on va faire de notre mieux pour arriver au top avant samedi. Du côté du staff technique, on va plus loin que la Presidents Cup. Le tournoi devra servir de préparatif pour les compétitions internationales à venir. Il y a la canne des cadets qui est en vue. On joue contre la Guinée-Bissau en éliminatoire le 8 juin. Donc à cause de ça que nous avons accepté de jouer ce tournoi. Sinon, ce ne serait pas la peine. On ne construit pas une équipe en 10 jours. Nous sommes entrés en compétition. Le Togo joue samedi le Bénin au stade municipal de Lomé pour le compte de la poule A à 14h30. Plus tard à 16h, le Mali et le Nigeria s'affronteront pour le premier match de la poule B. Voilà, Émile Abalo, ce sera tout pour la page de sport de ce soir. On se donne rendez-vous samedi au stade municipal de Lomé pour le match d'ouverture Togo-Bénin. Merci, à très bientôt. Ouais.
On a voté aujourd'hui en Algérie. Parmi les 6 candidats en lice, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie, mais candidat à sa propre succession, il a voté en fauteuil roulant. Et puis, dernière ligne droite vers la célébration de la Pâque. Dimanche, ce soir, débute l'agonie du Christ chez les catholiques avec la messe du jeudi saint et le lavement des pieds. Hier a eu lieu la messe chrismale, la consécration de l'huile sainte destinée à l'onction des malades. Voilà. Merci de nous avoir suivis tout à l'heure. Femmes et culture de la paix, c'est le thème de l'émission L'antenne aux femmes ce soir avec Dorothée Tabiou et ses invités. Voilà. Voilà, ainsi c'est au fond de cette édition. Vous retrouverez Isidore Koubatine à 22h30 pour notre édition de nuit. Au revoir. Le président togolais et béninois donne un coup d'accélérateur au projet de construction d'un barrage hydroélectrique à Adjarala. Les deux parties ont eu une séance de travail de haut niveau hier à Cotonou. Les échanges ont été fructueux. Les populations des deux pays peuvent espérer. Un électeur en fauteuil roulant, c'est l'image que les Algériens retiennent de leur président sortant. Abdelaziz Bouteflika a voté comme tel ce jour. Il est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Et puis la Pâque, c'est dans quelques jours. Chez les fidèles catholiques, l'agonie du Christ commence ce soir avec son arrestation, le lavement des pieds en signe d'humilité. Hier a été célébrée la messe chrismale destinée à consacrer l'huile destinée à l'onction des malades.